Monsieur l'ambassadeur, la France a pris le rôle, disons, d'un médiateur en ce qui concerne le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et le président Macron a parlé plusieurs fois à propos un dialogue entre la Russie et l'Ukraine. Et en ce qui concerne les pays européens, c'est un peu disputé, ça. Alors, est-ce que vous pouvez parler du rôle de la France, de médiateur dans la guerre de l'Ukraine, dans la guerre en Ukraine? La première chose, la priorité des priorités, c'est que la Russie doit perdre cette guerre et l'Ukraine doit la gagner. Pourquoi? Parce que si la Russie gagne cette guerre, c'est l'usage de la force, c'est la violation du droit international, c'est la violation de la souveraineté de l'Ukraine qui gagnerait, et ce serait un signal absolument terrible pour l'Europe et pour le monde entier. Violation venant en plus d'un membre permanent du Conseil de sécurité. Donc, c'est très grave. L'Ukraine doit gagner parce que l'Ukraine est un pays souverain. L'Ukraine a décidé que son destin était au sein de l'Union européenne, demain au sein de l'OTAN. Ce sont des élections libres qui en ont décidé ainsi, et l'Ukraine doit donc gagner. Donc il n'y a aucun doute dans l'esprit ni de la France, ni d'aucun de ses partenaires de l'Union européenne ou aucun de ses alliés de l'OTAN sur le fait que nous serons là aussi longtemps que nécessaire pour la victoire de l'Ukraine. Et que nous apportons donc une aide qui est à la fois politique, à travers un certain nombre de déclarations d'engagement, militaire, humanitaire et financière. Une fois qu'on a dit ça, et dans l'espoir que la guerre terminera un jour, il faudra effectivement discuter. Alors nous ne discuterons, et là aussi nous sommes tous cohérents, Français et alliés, nous discuterons au moment où les Ukrainiens seront prêts à le faire et dans les conditions que les Ukrainiens accepteront ou définiront. Nous n'allons pas, nous, inventer une conférence de paix sans l'accord des Ukrainiens. C'est hors de question. Mais dès lors qu'effectivement les Ukrainiens diront « Ok, on peut parler dans ce cadre, sur cette base », alors nous ferons tout ce que nous pourrons pour qu'il y ait effectivement un processus de paix. Comme partout dans le monde, à l'issue d'une crise ou à l'issue d'une guerre, celle-ci va être longue, elle est déjà longue, elle risque d'être encore longue, elle est sanglante, elle est terrible, mais dès qu'elle pourra prendre fin, il faudra qu'il y ait un processus de paix. Et là, je ne doute pas que la France fera tout ce qu'elle pourra pour y contribuer. En ce qui concerne le soutien militaire de l'Ukraine, le président Macron a parlé à propos de l'industrie de défense, a parlé que l'industrie de défense doit se préparer pour une industrie de guerre. Est-ce que vous pouvez parler plus? Ce qu'il a voulu dire, ce qui apparaît clairement, et c'est le cas de toutes les industries de défense européennes, et même peut-être occidentales en réalité, c'est que nous avions une industrie de défense, et c'est normal, qui était calibrée pour un temps de paix. À partir du moment où il y a une guerre classique, qui est consommatrice de matériel, de munitions, d'obus, et évidemment, hélas, de vies humaines, avant tout, mais qui est consommatrice de matériel, nous avons, donné un certain nombre d'équipements, nous avons dégarni nos propres arsenaux pour donner des matériels et des munitions à l'Ukraine. Il faut recompléter tout ça et il faut s'inscrire dans le temps long. Donc il faut adapter, oui, l'industrie de défense à un temps de guerre. C'est ce que fait d'ailleurs également la Russie de son côté. La Russie dit tous les jours qu'elle s'inscrit dans le temps et qu'elle adapte son industrie de guerre. C'est hélas, nous sommes en temps de guerre et donc l'industrie s'adapte. Mais comment est-ce que le peuple français va sentir ça? Parce qu'on parle, il y a 2 ans, que la guerre du début de la guerre, et on parle d'un genre de fatigue de guerre. Il n'y a pas de fatigue de la guerre en France. C'est incontestable, il suffit de regarder les réseaux sociaux des petits groupes, je pense qu'ils sont petits, mais ils sont actifs sur les réseaux sociaux qu'on pourrait qualifier de pro-russes. Il y a des gens qui véhiculent, disons, le narratif russe, mais ils sont minoritaires et ça ne remet absolument pas en cause, dans les forces politiques actuellement en présence en France, le soutien à l'Ukraine. Et aussi, 2024, c'est une année électorale. Il y aura des élections européennes pour le Parlement européen. Comment est-ce que la France voit ça? Parce qu'il y a des voix qui disent que l'extrémisme gagne territoire, disons. J'ai l'impression qu'on voit monter un peu partout en Europe, mais donc également en France, bien sûr,
des partis anti-européens. Et donc la crainte, c'est vrai, d'un grand nombre de Français et des autorités françaises, c'est d'avoir le 10 juin un Parlement européen composé d'un très grand nombre de parlementaires qui soient finalement anti-européens, qui n'adhèrent pas au projet de l'Union européenne et qui aient tendance à reprocher à l'Union européenne tout ce qui ne va pas. Si tel était le cas, si nous avions le 10 juin un Parlement européen anti-européen, ce serait probablement très compliqué. D'abord parce qu'il y aurait politiquement une situation très curieuse, et ensuite parce que très pratiquement, ce Parlement pourrait être bloqué, c'est-à-dire pourrait être dépourvu de majorité et ne pas adopter les textes européens. Et là, la mécanique européenne elle-même serait en danger, s'enrayerait, pourrait se bloquer. Voilà, c'est ça dont nous avons peur, effectivement. Parce que nous avons parlé des élections européennes qui sont en juin. La France a été toujours à soutenir la Roumanie et l'adhésion de la Roumanie à l'espace Schengen. La Roumanie sera, à la fin de mars, sera part de Schengen aérien et part de Schengen maritime. Mais est-ce que vous parlez du soutien de la France, d'une adhésion complète de la Roumanie dans l'espace Schengen sous la voie? Nous soutenons l'adhésion complète. Nous sommes l'immense majorité de l'Union européenne à soutenir l'adhésion complète. D'abord parce que c'est cohérent, parce que c'est un objectif politique, et ensuite parce que nous voyons bien qu'aux frontières terrestres, il y a maintenant des files de véhicules, des files de camions, et que ceci est absurde sur le plan à la fois de la circulation des personnes et des biens, et sur le plan sécuritaire et même sur le plan environnemental. C'est absurde d'avoir ces camions qui attendent pendant 2 jours. Donc nous sommes à fond pour l'adhésion pleine et entière le plus rapidement possible à l'ensemble de l'espace Schengen dans toutes ses dimensions de la Roumanie. Nous nous réjouissons de cette première étape. C'est une véritable... Nous n'étions pas sûrs début décembre d'y arriver. Nous avons conjugué nos efforts. À la mi-décembre, nous nous disions tous qu'il faut y arriver. Qu'en fin décembre, la décision a été prise. Ça a été une grande joie et un grand soulagement pour beaucoup de monde, y compris les diplomates accrédités ici à Bucarest et moi-même. Donc c'est une première étape décisive. Il faut que l'étape suivante vienne et donc qu'on discute dès que possible, enfin qu'on discute dès maintenant en réalité, d'une adhésion à Schengen terrestre dès que possible. Est-ce que vous pouvez parler de la difficulté de parler de l'adhésion complète de la Roumanie depuis les élections europarlementaires de juin? C'est difficile pour moi d'évaluer, la question est très pertinente, mais je ne sais pas si les élections... si le fait qu'on se situe après les élections, dès le 10 juin, facilitera les choses ou pas, je l'espère, sans en être certain. Ce qui est clair, c'est que la période électorale dans laquelle nous sommes déjà entrés complique encore un peu les choses. Voilà. Je ne dis pas que ça va nécessairement bloquer une décision avant le mois de juin, mais c'est vrai que c'est un élément de complexité. Au début de février, il y aura un Conseil européen et on a des négociations à propos du budget de l'Union européenne. Comment est-ce que la France voit ça? Parce qu'il y a des difficultés, il y a des pays qui sont contre un genre de budget qui a aussi cette chose en ce qui concerne le soutien pour l'Ukraine. Je crois que d'abord, il faut relativiser les difficultés qui existent au sein de l'Union européenne. Elles existent, elles ont toujours existé, elles existeront toujours. L'Union européenne, c'est un mouvement permanent de négociation, de compromis et par définition de marche. On marche tous les jours. Si on s'arrête, on tombe. Donc, en réalité, il y a toujours eu ce type de débat. Dans la période actuelle, même si les questions étaient terriblement difficiles, pacte sur les migrations, électricité, soutien à l'Ukraine, élargissement à l'Ukraine et à la Moldavie, indépendamment du soutien à la guerre, réforme des institutions, ou plutôt réforme du mode de décision, avec peut-être l'adoption de certaines décisions à la majorité. Tous ces dossiers sont extrêmement compliqués, mais paradoxalement, nous allons peut-être arriver plus facilement à résoudre certaines de ces difficultés, et d'ailleurs nous y sommes déjà parvenus sur l'énergie et l'électricité, parce qu'il y a une telle pression, une telle obligation d'avancer que nous sommes obligés de réussir. Nous sommes obligés de déboucher sur quelque chose.
Donc je ne suis pas forcément pessimiste sur ce sujet. Donc dès le 1er février, dès le prochain Conseil européen, nous voulons avancer très fortement. Nous voulons aboutir à une enveloppe de 50 milliards au profit de l'Ukraine. Nous voulons avancer sur tous les dossiers, dont celui de Schengen. Pas forcément de manière visible, mais nous voulons en parler et faire avancer le dossier et la négociation. Mais quand vous parlez des négociations, on parle aussi des compromis. Oui. Quel est le compromis qu'on doit faire pour accepter l'aide pour l'Ukraine dans le budget de l'Union européenne? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a des choses qui se passent, vous savez, dans la salle de négociation et qui restent dans la salle de négociation, et parfois des traits de génie ou des traits tactiques de génie. Vous voyez peut-être à quoi je fais allusion. Et donc, il faut faire confiance aux négociateurs. Il faut que vous sachiez aussi que les gens qui sont en salle, que ce soit les chefs d'État, que ce soit les ministres, que ce soit les ambassadeurs à Bruxelles, travaillent avec tout ce que les ambassades dans les différents pays, donc nous ici à Bucarest, tous nos collègues de l'Union, font remonter comme information vers nos négociateurs, vers nos équipes et tout le dialogue que nous avons ici. Une grande partie de mon temps, je le passe à discuter avec les autorités roumaines des dossiers et de la possibilité de faire converger nos positions. Donc c'est une négociation, ce qui se passe à Bruxelles, c'est le sommet, c'est la pointe, si je puis dire, de quelque chose qui est très important, très quotidien, parfois un peu technique et aride, mais qui se fait tous les jours. La négociation, elle se fait tous les jours et partout, en réalité. Et elle se conclut dans la salle de négociation. Dans ce moment, il y a des protestes dans plusieurs pays des agriculteurs, des fermières. La France est un pays qui est très protest-friendly, si je peux parler comme ça, parce que le protest, c'est toujours part de la culture française. Comment est-ce que la France voit les protestes des agriculteurs et les protestes des agriculteurs de la France et de la Roumanie? Comment est-ce qu'on peut... Il y a régulièrement des sujets agricoles parce que l'agriculture est fondamentale, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui aménage les paysages, c'est elle qui protège l'environnement. Et c'est une profession extrêmement importante. Nous sommes tous des paysans d'origine, hein. Nous venons tous du monde paysan. Il y a 2 ou 3 générations, nous étions tous à la terre, à travailler la terre. Donc ça, c'est très important. La politique agricole commune est une des principales politiques européennes depuis le départ de l'Union européenne. Avant même qu'elle s'appelle l'Union, elle s'appelait encore les communautés économiques européennes. Elles se sont fondées largement sur l'énergie et sur l'agriculture. Donc ce sont des mouvements importants. Qui existe un peu partout. Le président de la République français a demandé au gouvernement de recevoir les organisations agricoles. C'est en cours. Le Premier ministre a réuni les principaux ministres intéressés et il a demandé que des solutions soient trouvées. Je ne peux hélas pas aller plus loin parce que c'est en train de se faire en ce moment. Mais les protestes sont liés dans une manière avec la situation de l'Ukraine, sont liés au le transit de céréales ukrainiennes. Je ne pense pas que dans le cas français, que ce soit lié aux céréales ukrainiennes. C'est un problème plus général d'avenir de la profession agricole, de prix de l'agriculture, d'aide du budget agricole, etc. Ça n'est pas lié aux corridors de solidarité qui sont mis en œuvre pour permettre à l'Ukraine d'exporter ses céréales et pour permettre aux autres de les consommer, de les manger. Il faut bien voir que ces corridors de sécurité sont vitaux pour l'Ukraine et pour les consommateurs finaux, qui sinon seraient privés de tonnes et de tonnes de céréales. Donc sur ces corridors de solidarité, j'ai plaisir à dire que la Roumanie a été absolument exemplaire. Elle n'a jamais failli à la solidarité, c'est le nom de ces corridors, et à ses obligations européennes. Elle a été extrêmement responsable. Tout le monde ne l'a pas été, mais elle l'a été, et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. Et du coup, nous l'aidons beaucoup. C'est des choses peu visibles, discrètes, mais en matière de transport, en matière à la fois de transport fluvial sur le canal, de transport ferroviaire, nous avons été très présents sur ce dossier. Et l'un des paradoxes, c'est que le conseiller agricole de l'ambassade a passé presque autant de temps à s'occuper de questions de transport que de questions proprement agricoles. Donc nous sommes aux côtés de la Roumanie dans ce dossier, et il est très important que ces corridors continuent à évacuer, si je puis dire, vers l'extérieur de l'Ukraine, toutes ces exportations de céréales pour lutter contre la faim dans le monde. Parce que l'une des répercussions, ne l'oublions pas, l'une des répercussions de cette terrible guerre en Ukraine, c'est aussi une crise alimentaire et une crise énergétique, à l'échelle du monde entier.
Après le début de la guerre en Ukraine, la France a formé le groupe de lutte en Roumanie. Quel est l'avenir du groupe de lutte en Roumanie et aussi la relation militaire entre la France et la Roumanie? D'abord, la relation militaire entre la France et la Roumanie est très ancienne. Nous partons sur des bases historiques. Je vais m'arrêter à la Première Guerre mondiale, sans remonter au XIXe siècle, mais à la Première Guerre mondiale, une mission dite Berthelot, conduite par le général Berthelot, a continué la guerre ici alors qu'elle était finie à l'Ouest depuis le 11 novembre 1918. Elle a continué et elle a aidé la Roumanie de manière absolument décisive. Bon. Mais laissons le général Berthelot pour le moment dans l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 ? Le président Macron avait quelques jours avant l'offensive, et alors que nous espérions tous que l'offensive n'aurait pas lieu. Il avait dit, si nous devons aller quelque part, ce sera en Roumanie. Et il avait proposé à l'OTAN et à la Roumanie de marquer un effort français particulier dans les semaines qui suivraient. En réalité, l'agression russe a eu lieu dès le 22 février et nous avons immédiatement déployé des premiers éléments dans les quelques jours qui ont suivi. Et ensuite, nous avons constitué ce qu'on a appelé un battle group en terminologie otanienne, mais qui est en fait une brigade. Alors la brigade n'est pas au complet du point de vue des effectifs, mais toute la structure de la brigade se met en place avec ses équipements, avec donc à l'heure actuelle 1500 hommes qui s'entraînent à coups de relèves successives tous les 4 mois. Je peux vous assurer, pour les avoir vus à l'œuvre, alors je ne les ai pas vus en train de tirer, mais je les ai vus se préparer à partir en exercice, ce sont de vrais soldats qui se préparent à faire la guerre si besoin est, en espérant bien sûr qu'ils n'auront pas l'affaire, que la Roumanie ne sera jamais attaquée. C'est un peu comme les forces françaises qui étaient prépositionnées en Allemagne à l'époque du Varsovie. On espérait tous qu'elles ne serviraient pas, mais elles étaient prêtes au choc en quelques heures. Là, c'est la même chose. La force Aigle est prête au choc à tout moment. Et elle est prête aussi à monter au niveau d'une brigade complète en cas de besoin. Est-ce qu'on aura une brigade complète à la fin de cette année, disons ? La brigade montera, ce sont des décisions qui sont à la tactique et stratégiques. Ce sont des décisions d'allocation des équipements et surtout des soldats au bon endroit, au bon moment. En fait, nous nous préparons et nous serons très bientôt prêts à monter au niveau de la brigade en quelques jours. En quelques jours. Donc, je ne vous dis pas que la brigade sera complète à attendre pendant des mois et des mois, mais elle pourra monter au niveau de la brigade en quelques jours en cas de besoin. C'est ça l'idée. Alors, de ce point de vue-là, c'est différent de ce qui existait à l'époque de la guerre froide, où il y avait des effectifs extrêmement nombreux, des équipements extrêmement nombreux, qui étaient immobiles face à face. Là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus modulaire, modulable. Il y a des moyens de transport qui sont très différents, et nous projetons les forces là où nous en avons besoin. Parce que ça semble que la région de la mer Noire devient plus et plus importante dans ce contexte de sécurité. Comment est-ce que la France voit la région de la mer Noire Nous avions réfléchi il y a quelques années à une stratégie en mer Noire. Cette stratégie, évidemment, est caduque puisque la guerre en Ukraine a rendu tout cela totalement différent, a modifié la donne. Donc nous sommes en train de redéfinir une stratégie pour la mer Noire. Le président Macron a nommé un ambassadeur pour la mer Noire qui est venu une première fois en mission à Bucarest au mois de novembre, qui reviendra d'ici l'été et qui reviendra autant de fois qu'il le faudra. Il va définir une stratégie pour la mer Noire. Nous sommes là aussi aux côtés de la Roumanie, de la Bulgarie, des pays riverains de la rive Noire, pour que cette mer soit une zone de sécurité et non pas de danger. Elle est une zone de danger dans une certaine mesure, dans la mesure où il y a des mines dérivantes. Et donc il faut lutter contre ce péril. Est-ce que la France va faire partie de cette association Roumanie, Bulgarie, Turquie de lutter contre les mines dérivantes ? Si elle le peut, elle en fera partie avec grand plaisir, oui, bien sûr. Si elle le peut, c'est le genre de choses qui se décide en ce moment, qui ne relève pas de ma décision, mais c'est typiquement le genre d'effort que nous faisons au quotidien. Nous essayons d'être sur tous les segments. Le combat terrestre dont nous avons parlé, la mer dont nous venons de parler, la défense antiaérienne qui est extrêmement importante aussi. Nous savons que beaucoup de choses se passent en l'air et donc nous essayons de couvrir tous ces domaines. Et quelles sont les nouvelles à propos de défense aérienne ? Parce que il n'y a pas de nouvelles, il y a un dispositif qui est déjà en place depuis le mois de mai 2022. Est-ce que c'est beaucoup à faire avec l'Ukraine, parce que l'Ukraine demande la défense aérienne?
Ce que l'Ukraine demande, c'est à mon collègue à Kiev. Moi, je sais ce que les autorités roumaines demandent et nous essayons de le leur fournir. Nous sommes avec les Roumains en Roumanie. Voilà. Mais au bénéfice de l'Ukraine. Je comprends très bien votre question. Nous aidons l'Ukraine depuis la Roumanie comme nous aidons la Moldavie aux côtés de la Roumanie. Cette année, il y aura l'Olympiade de Paris en été. Est-ce qu'on peut attendre des implications politiques de l'Olympiade? Je parle de est-ce qu'il y aura des athlètes russes? Est-ce qu'il y aura des athlètes bélarusses? La France est chargée d'organiser les Jeux Olympiques, elle est pays organisateur, mais les décisions sur les questions que vous évoquez, participation ou non de tel ou tel athlète, elles relèvent du comité olympique. Et donc nous mettrons en œuvre les décisions qui ont été prises. Et ce qui a été pris comme décision, c'est le fait que ces athlètes, russes et biélorusses, pourraient se présenter à titre individuel, donc sans drapeau, sans hymne, et du moment qu'ils ne se sont pas exprimés en faveur de la guerre. Quelles sont les implications d'organiser l'Olympiade à Paris? C'est d'abord un grand défi logistique, comme toutes les villes qui ont organisé les Jeux Olympiques ont vécu ça. Nous essayons en plus d'avoir 2 ou 3 autres sites en dehors de Paris, de la région parisienne, qui vont regrouper 90% des épreuves. Il y a des épreuves à Marseille, il y a des épreuves en Polynésie, par exemple. Donc nous essayons d'illustrer aussi la variété de la France. Donc défi logistique. Nous essayons d'avoir des jeux inclusifs, des jeux les plus respectueux de l'environnement possible, et donc les moins gourmands en énergie. Nous essayons de nous adapter à la période et que ces jeux ne soient pas décalés par rapport à nos autres politiques, à nos autres objectifs, les objectifs communs que nous poursuivons tous de protection de l'environnement et d'avoir une société plus accueillante, plus inclusive, plus tolérante. Ça paraît étrange de parler de ça juste après avoir parlé de la guerre en Ukraine, mais c'est bien l'objectif. Nous essayons tous de construire une Europe et un monde plus juste, plus heureux. Les Jeux Olympiques, c'est une grande fête du sport, de la fraternité, tous les 4 ans, c'est un grand rendez-vous. À l'époque de l'Antiquité, il y avait une trêve olympique, les guerres s'arrêtaient pendant les Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je doute fort que les guerres s'arrêtent pendant la trêve olympique, mais il faut rester avec cette idée d'une parenthèse particulière par rapport à la dureté des temps et d'une parenthèse de rencontre qui soit pacifique et fraternelle. Et Paris est aussi une grande métropole avec beaucoup de personnes. Comment est-ce que Paris peut se débrouiller pendant les Jeux Olympiques? Des investissements très importants ont été faits depuis une dizaine d'années à peu près en matière de transport. Il y a une ligne de métro supplémentaire en quelque sorte qui fait le tour de la région parisienne, qui a été bâtie, construite pour ces Jeux, qui évidemment servira aussi beaucoup après les Jeux naturellement, mais beaucoup d'investissements ont été réalisés dans la perspective de ces Jeux pour que précisément l'événement soit une réussite. Mais nous verrons sur le moment, bien sûr. Et à propos de votre relation avec la Roumanie, est-ce que vous avez appris un peu de roumain? Je prends des cours, je comprends de mieux en mieux. J'ai toujours une légère hésitation à parler, mais j'espère très prochainement passer à l'acte, comme on dit, et donc prononcer quelques phrases en roumain dans mes discours. Et qu'est-ce que vous savez à propos des Balkans? Qu'est-ce que vous enchante à propos des Balkans, la région balkanique, la région de la mer Noire, la région de la Roumanie? J'ai déjà eu la chance d'être dans un pays proche des Balkans, sur les pourtours des Balkans, qui était la Croatie dans les années 90. Et donc cette région, j'en connais la complexité, la richesse, la formidable beauté, la difficulté aussi à surmonter certains traumatismes du passé. Et on les voit, on voit revenir la guerre. J'étais en ex-Yougoslavie au moment de la guerre, dans les années 90, une guerre qui nous paraissait folle, et la guerre en Ukraine nous paraît aussi folle. Donc je crois que c'est ici que doivent se régler un certain nombre de problèmes politiques de l'Europe pour bâtir vraiment ce continent pacifique, paisible et sûr auquel nous aspirons tous. Parce que vous avez parlé de la guerre, il y a une autre guerre très proche de l'Europe, c'est en Moyen-Orient. Quelle est la position de la France dans la guerre Hamas-Israël? Parce qu'on parle toujours du besoin d'avoir la paix, mais avec la solution des 2 États. Alors, d'abord, revenons au 7 octobre. Le 7 octobre, la France est, après Israël bien sûr, le pays qui a perdu le plus de personnes, qui a eu le plus de victimes.
Et nous avons encore 3 otages dont nous espérons qu'ils sont vivants, parmi les 120, je crois, otages toujours détenus par le Hamas. Donc cette attaque du 7 octobre, elle est barbare, inadmissible, et elle poursuit sa barbarie avec la prise en otage de ceux qui sont toujours captifs. Voilà. Donc il n'y a aucun pardon possible pour ce type d'entreprise. Ensuite, il y a la manière dont la crise est gérée. Et nous disons, nous, qu'il ne faut pas que la population civile de Gaza soit écrabouillée sous les bombes. Lutter contre le Hamas, c'est une chose. La population civile, la population palestinienne dans son ensemble, c'est une autre réalité. Et ça, c'est un sujet qui est très, 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 très fort aujourd'hui, bien sûr. Ça, c'est la dimension politique. La dimension humanitaire est très importante aussi. Nous avons fait un gros effort humanitaire en envoyant un bateau qui a soigné, opéré un certain nombre d'enfants et de personnes grièvement blessées. Et nous continuons, par tous les moyens possibles, à apporter une aide humanitaire concrète sur le terrain à la population gazaoui, parce que nous ne nous contentons pas de discours. De manière générale, la France n'aime pas se limiter aux discours, et en tout cas pas au Proche-Orient, et certainement pas à Gaza aujourd'hui. Ensuite, il y a, comme vous le dites, la solution politique de l'après-guerre. Il faut là aussi, comme pour l'Ukraine, réfléchir à l'après-guerre, même si cette après-guerre paraît très loin aujourd'hui. Et cette après-guerre, ce sera nécessairement une solution à 2 États. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il faudra à un moment donné, je ne sais pas dans combien de temps, aboutir à 2 États dans des frontières sûres et reconnues. Et tout ce qui va dans ce sens est positif et nous le soutenons. Tout ce qui va dans le sens contraire est négatif. Ce qui va dans le sens contraire, c'est par exemple un certain nombre de comportements inadmissibles de colons israéliens dans les territoires occupés. Ça va exactement contre la paix, parce que ça rend le plus difficile la solution à 2 États, qui est la seule solution viable à terme.